La France est le premier pays d'accueil non anglophone pour les étudiants étrangers et la 4e destination mondiale étudiante selon l'UNESCO. Alors depuis une décennie, l'accueil d'étudiants étrangers en France progresse cependant moins vite que la mobilité diplômante dans le monde. On en parle avec Pierre Tapie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société de conseil Paxter et ancien président de la conférence des grandes écoles et de l'ESSEC. Tout à fait. Alors pour commencer, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que la destination France pourra encore longtemps se maintenir dans les premières places mondiales ? Alors c'est une très bonne question et tout dépend de la stratégie de la Maison France. Aujourd'hui, si on parle chiffres, il y a 320 000 étudiants étrangers en France, dont 240 000 en parcours diplômant et 80 000 en échange. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Ce que j'observe, c'est qu'entre 2011, où nous avions proposé avec la conférence des grandes écoles une stratégie très volontariste pour la France sur le plan international, et aujourd'hui, la France est passée du numéro 3 au numéro 4, et la seule qui nous soit passée devant, finalement, c'est l'Australie. Qu'est-ce que l'Australie a choisi de différent par rapport à la France ? C'est de faire ce que nous avions recommandé à la France de faire et qu'elle n'a pas fait, à savoir dire que l'accueil d'étudiants étrangers représentait une opportunité formidable et comme vous l'avez dit, nous perdons plutôt en termes de proportion du nombre d'étudiants totaux en mobilité et considérer qu'il y avait là à la fois une opportunité pour la pédagogie à l'intérieur même des universités et des écoles françaises, mais aussi une opportunité économique pour la France parce qu'il n'y a pas de raison quand on forme un riche chinois ou un riche indien que celui-ci ne paye pas le plein coût de ses études. Alors justement, est-ce qu'il est opportun d'augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers, puisque c'est ce que veut le gouvernement, alors que d'autres pays comme l'Allemagne, qui talonne la France, a choisi la gratuité justement, et alors que comme vous dites, les bénéfices économiques directs et indirects sont avérés ? La réponse est oui, et je trouve que le gouvernement est bien timoré et que c'est peut-être parce qu'il a choisi une posture timorée qu'il connaît, disons, un certain nombre de résistances. Je m'explique. Nous avions proposé il y a quelques années qu'on arrive à tripler le nombre d'étudiants étrangers en France en faisant payer pour 80% à peu près de ces étudiants le plein coût. Ce qui aurait amené à ce qu'en additionnant ces nouveaux étudiants aux étudiants déjà présents qui ne payent pas, on arrive à peu près à la moitié des étudiants qui payaient et l'autre moitié qui ne payaient pas. C'est-à-dire à une France qui dit que la valeur des études en France a un coût, mais qui en même temps donne des bourses très généreusement à la moitié de ses étudiants. Pourquoi ce scénario-là est un scénario intéressant ? Il l'est d'abord pour les étudiants français. Parce qu'une classe change quand vous avez à peu près un ordre de grandeur de 30% d'étudiants dans la classe qui devient étudiant étranger. Et si on veut qu'en France, il y ait à peu près 30% d'étudiants, il faut en accueillir non pas un petit plus 50% comme le veut aujourd'hui le gouvernement, mais plutôt un plus 100 à plus 150% au regard des chiffres d'aujourd'hui. Donc il faut en accueillir plus. Pour en accueillir plus, on ne peut pas le financer avec les simples impôts des Français. Et la décision courageuse, au demeurant, du gouvernement de dire on va leur faire payer le tiers des frais de scolarité, est une décision qui, vue du côté de l'établissement, amène à un appauvrissement de l'établissement. Parce que si vous accueillez 20 000 étudiants et que vous en accueillez 3 000 de plus qui sont étrangers et que ça vous coûte sur ces 3 000 2 tiers d'argent dilué et 1 tiers d'argent net, ben ça va diluer votre modèle, alors que la France aujourd'hui traite mal son enseignement supérieur et que notre enseignement supérieur est pauvre. Donc il faut prendre tous ces éléments-là pour se dire comment la France peut saisir l'opportunité de ces échanges d'étudiants et de ces étudiants qui vont sur un marché libre de l'enseignement supérieur pour en faire une opportunité et pour augmenter la présence internationale de l'expérience du monde que les étudiants auront dans leur propre classe. Mais alors, par exemple, le Maroc est en tête des pays d'origine des étudiants qui choisissent de venir étudier en France, devant l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la Chine. Alors, est-ce que l'augmentation de ces droits d'inscription, ça ne serait pas envoyer quand même un signal très négatif aux pays moins riches, et notamment ceux d'Afrique francophone ? Je ne le pense pas pour une raison très simple. Prenez le Maroc. Les catégories socio-professionnelles d'origine des étudiants marocains en France sont très différentes selon les endroits et selon les formations qu'ils suivent. Je peux le dire en connaissance de cause. Par rapport à un étudiant marocain dont les parents sont très fortunés, je ne vois pas pourquoi les impôts des Français lui paieraient des études dans une université française gratuite. Il n'y a pas de raison. En revanche, sur critères sociaux,
sociaux. Des jeunes brillants d'origine modeste doivent évidemment être soutenus par des bourses françaises. Et sur ce plan-là, le plan que je vous proposais amenait à ce que la moitié des étudiants ne paieraient rien dans leurs études françaises. Donc il y a moyen de le faire, mais il n'y a pas de raison de refuser aux établissements français, qui sont déjà très sous-dotés sur le plan financier, les ressources supplémentaires qui leur permettront en fait de mieux accueillir les étudiants étrangers. Eh bien, merci pour cette analyse, Pierre Tapie. Je vous en prie, merci à vous.